Salam alaikum. J'espère que tout le monde m'entend. Salam wa rahmatullah. Oui, moi je vous entends. Très bien. Bienvenue à toutes et à tous dans cette soirée de célébration de la Journée mondiale de l'optométrie qui coïncide au 23 mars de chaque année. Euh, Comme le WCO, le World Council of Optometry, a annoncé la Semaine mondiale de l'optométrie qui est du 17 au 23 mars. Donc, nous avons choisi la journée du samedi pour célébrer cette occasion annuelle et en même temps de faire profiter les gens à des présentations par des intervenants experts dans le domaine sur la thématique du dépistage visuel. Donc, aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir euh, des amis, mais en même temps, c'est des experts mondiaux. Tout d'abord, je tiens à remercier Monsieur le professeur Triaté, le président de la Forum, qui nous a honorés par sa présence. Je tiens aussi à remercier Dr Habshi, qui est le gouverneur du groupe Lions Club. Et aussi, je tiens à remercier Monsieur Amir Abou Adillah, qui est le représentant de notre région au Conseil mondial de l'optométrie et qui est le président actuel de cette région. Je tiens aussi à remercier mon ami Dr Rémi Marcotte-Collard du Canada qui va animer avec nous cette discussion. Et bien sûr, je tiens à remercier tous les participants qui sont là, euh, présents pour assister à cette célébration qu'on va dire une célébration virtuelle. Voilà. Donc, sans trop tarder, je vais introduire notre nouveau-né qui est la section de Vision Care au sein du forum. Je vais brièvement vous parler de cette nouvelle section et je donne tout de suite la parole au professeur Khiati pour vous parler un peu plus sur le forum. Ensuite, Dr. Chaban va nous parler aussi sur un peu d'histoire sur l'optométrie dans notre pays et comment on est arrivé à ce jour-là en 2024. Donc, la nouvelle section Vision Care Promotion and Research Section, c'est une section qui s'occupe des soins visuels au sein du Forum, qui est la Fondation nationale de la promotion de la recherche et la santé. Donc, cette section a pour objectif de sensibiliser le public aux enjeux de la santé visuelle et aux meilleures pratiques en matière de prévention et de prise en charge des troubles visuels. Elle est là pour promouvoir l'accès équitable aux soins visuels, en particulier dans les communautés défavorisées ou mal desservies. Cette section-là va aussi œuvrer pour encourager la recherche innovante visant à améliorer les diagnostics, les traitements et les politiques de santé publique liées à la santé visuelle. Bien sûr, c'est une section qui va supporter tous les programmes de formation dans notre pays et accompagner les étudiants dans leurs projets de fin d'études. Donc, sans trop tarder, je vais donner la parole à professeur Triati pour nous parler un petit peu du forum et on continue dans cette discussion. Voilà, merci. Merci. Voilà, je me présente, Mustafa Khiati, professeur à l'Université d'Alger. Tout d'abord, j'aimerais remercier Dr Ouazani pour les mots gentils qu'il a eus à mon égard, mais également sur l'activité de la Forum. Je tiens également à le saluer pour cette initiative importante de la section optométrie qui concerne la santé visuelle. Qu'il faut le dire ici, elle est dans ce cadre-là particulier philanthropique et qui sert un intérêt global qui est celui
donc de l'enfant en Algérie. C'est un geste très appréciable. Je pense qu'il sera apprécié aussi bien par les professionnels que par la communauté. Je tiens également à remercier le docteur Chaban pour tous les efforts qu'il a fait pour justement qu'on puisse se voir ce soir. Je remercie notre invité, le docteur Habchi, qui, je sais, joue un rôle important, a une grande influence dans l'Oranie, ainsi que les invités, le docteur Amir ou monsieur Amir, qui est président de la région d'optométrie, et monsieur Rémi Markova, qui va nous rejoindre, qui est déjà avec nous. Ils sont les bienvenus. Je tiens également à dire un mot, c'est celui du partage de sympathie qu'on a pour notre ami Abdelnaoui Nordin, qui, comme vous le savez tous, a perdu un enfant et nous sommes avec lui de tout cœur. J'espère qu'il saura remonter cette pente et Rabbi Aoun, Inch'Allah. Donc, la Forum, comme vous le savez, c'est une ONG qui a été créée il y a 33 ans. Elle milite pour un certain nombre de causes qui visent à l'amélioration du vécu et de la santé des citoyens algériens. Elle s'intéresse beaucoup aux enfants. Elle a comme axe prioritaire donc la protection de l'enfance, la formation et la recherche, dans le sens recherche, c'est-à-dire l'appui à la recherche, mais également elle a un volet, si vous voulez, d'altruisme, c'est-à-dire d'aide aux plus démunis, notamment aux orphelins. Aujourd'hui, elle est présente dans pratiquement toutes les wilayas du pays et elle dispose de plus de 20 centres à travers ces wilayas. Elle a de nombreuses activités, notamment dans le domaine de la santé et dans la santé visuelle en particulier, puisqu'elle envoie régulièrement des équipes, notamment d'ophtalmo, qui sillonnent le désert avec une clinique mobile ophtalmologique de façon à dépister les maladies et dans une seconde étape, des équipes de chirurgiens donc se déplacent pour faire des interventions chirurgicales, notamment chez les enfants. Nous apprécions beaucoup la création de cette nouvelle section d'optométrie, qui par le passé, donc sans qu'il y ait des liens, si vous voulez, institutionnels, nous ont aidé, beaucoup d'optométristes nous ont aidés et nous avons pu développer un certain nombre d'actions. Sauf qu'aujourd'hui, donc, les choses vont devenir beaucoup plus claires, beaucoup plus solides et vont nous permettre, bien sûr, d'apporter plus d'appui à la santé visuelle en nous occupant, suivant un programme annuel, donc des enfants, en commençant par les wilayas les plus déficitaires, celles qui sont le plus en manque. Nous avons cité donc devant des expériences au niveau de Timimoun et de Tissot-Silt, pourquoi pas ces deux wilayas, mais également d'autres wilayas. Voilà, si vous voulez, assez brièvement comme introduction. Et s'il y a des questions, ben, bien sûr, je suis disposé à répondre à toutes ces questions et merci de m'avoir écouté. Merci, professeur Khiati. Merci beaucoup pour cette introduction. Je passe, avant de prendre quelques questions, je passe la parole tout de suite à Monsieur Abou Adila. Vous savez, il est maintenant à Abu Dhabi et il est 2h30 du matin chez eux. Donc, avec les décalages horaires, on a essayé d'arranger les choses. Docteur Rémi Marcotte est au Canada, donc il est à 6 heures moins de chez nous. Donc, et Docteur Amir, c'est le contraire. Donc, je vais lui donner la parole qui sera en anglais. Bien sûr, il parle arabe et anglais, un peu de français aussi. Euh, Amir, thank you very much for being here with us in this first event. I just introduced you in French, but you can go ahead with Arabic or English. Maybe English is better. And please just unmute yourself.
Amir? Okay. Hello, everyone. This is Amir Abu Adila. I'm optometrist. I have a bachelor in optometry and master's in business administration. And this is my last year as a PhD student in optometry as well. I'm the chair of Public Health Committee in Eastern Mediterranean Council of Optometry and the Eastern Mediterranean representative in the World Council of Optometry. So I'm in the board of directors in the EMCO and WCO as well. So thank you for this opportunity. It's an honor to be here today with you. I just want to speak a little bit about WCO. What's WCO? Especially this is the new NGO founded by Dr. Ghazani and his colleagues and our colleagues as well. So I would love to introduce WCO to them and what we are doing around the world. And we would love to have Algeria to be soon a member in EMCO and WCO as well. So first of all, the World Council of Optometry is an international optometric association founded in 1927. So in 2 years, it will be 100 years. So the WCO represents over 200 individual optometrists in more than 70 countries with over 370 country affiliate corporate and individual membership across 6 geographic world regions. So many people around the world have poor access to eye care. So the World Council of Optometry unites the profession to help solve that problem through advocacy and education. Through our volunteers, we focus on initiatives in education, public health, and legislation to help uplift the profession of optometry globally. The WCO vision is of a world where optometry makes high-quality eye health and vision care accessible to all people. So why you should join WCO? So as I mentioned, to Optometry Uplifted, the WCO and our fundraising arm, the World Optometry Foundation, WOF, strive to promote the field of optometry, provide support for optometrists, and serve as champions for eye health and vision care as critical part of healthcare, a basic human right. Why WCO is important to optometry? For 4 reasons. The first one is the only global voice for optometry in WHO and is an established representative at the table, a clear champion of optometry and optometrists, premier connector to the other eye care and related health realms. So the membership benefits is the certificate of membership, networking, WCO connections, WCO grant program. We have different grants, education mentor grant, and the general grants as well. The advocacy and leadership course, the OPAL, legislation, registration, and standards toolkit, leadership opportunities, and more. So we have also some resources, the pediatric resource, the LRS toolkit, the WCO competency framework for optometry. It was released since 1 day ago. And our membership categories is 4, the individual, country, affiliate, and corporate. The country is for National Association for Optometry. Individual is open to individuals associated with optometric profession, including optometrist, vision scientists, optometric faculty, researchers, and eye care industry professionals. While affiliate is open to organization and institution that represents special optometric interests like universities. And corporate members is open to commercial entities or corporations that are not otherwise eligible for country membership or affiliate, such as Cooper Vision and Essilor Luxottica. Now we are working together on myopia and presbyopia. So that's a brief for World Council of Optometry. And I just want to mention that EMCO, Eastern Mediterranean Council of Optometry, is a region
from 6 regions in the World Council of Optometry. And as you know, Algeria is part of Eastern Mediterranean region. So we would love to have you as a members in EMCO and WCO because we believe like we have a high capability in Algeria. And as you know, Dr. Muhammad, you gave us a very good image about optometry in your country. So if all the optometrists like you, we are really happy and we are really like glad to have you as a members. And happy optometry day and week as well. Thank you, Amir. Thank you very much. This was a very nice brief for the WCO. You know, we have here in the Zoom meeting, we have 60% of attendees are students and optometry students. So I think now they know what is the WCO. I think they are eligible to be a member as a student for Yes. like a personal member. That's right. Dr. Muhammad, I'm ready to help all of them. You can share my contact number if you want. They can send me a WhatsApp message. You can share my email. They can send me email. I'm open to all access. So if they need any help, I'm ready to help them to be student member, individual member, affiliate members, even for universities in your countries. In your country, I'm really happy to help them to be like, I want to mention yesterday, the American University of Science and Technology in Lebanon became an affiliate member. And also yesterday, the Pakistan Society of Optometry became country member. So now we are working as much as we can to make this region unite for the optometry profession. So any one of the students or optometrists in Algeria, please feel free. You can contact Muhammad, and if Muhammad don't mind, he can share my contact number, and I'm always happy to reply at any time. For sure, for sure. Thank you Thank very you. much, Amir. For sure, we will have some big projects in the close Sure. future. Sure. I know it's late in Abu Dhabi. You have to go for Safar, and Yeah, sure. I would like to thank you again for this participation, and we will get in touch with you soon for the membership application, Sure. inshallah. Thank you, and I wish you a good presentation and good webinar for today. Have a good Thank night. you. Thank you. Thank you. Très bien. Donc, c'était l'introduction du WCO. Euh, on a maintenant une idée sur comment on peut rejoindre cette organisation mondiale. On va aller donner quelques minutes à Dr. Habshi qui m'a corrigé au chat, qui est vice-gouverneur et non pas gouverneur. On va lui donner la parole pour l'introduction. Allez-y, Dr. Habshi. Ok, c'est bon? Vous m'entendez? Oui, c'est parfait. C'est bon, bonsoir tout le monde. Je suis très honoré de participer à cette rencontre. Je remercie toute l'équipe de préparation et particulièrement mon ami Charbin qui m'a mis au parfum de cette rencontre et que je salue. C'est une très bonne occasion pour nous de renouer depuis l'an dernier la rencontre des portes ouvertes des opticiens et optométristes. C'était un événement très remarqué, très réussi. Et
Je félicite tous ceux qui ont participé à cette réussite, avec bien sûr la présence de notre ami le professeur Riati, qui a aussi honoré de sa présence cet événement. Alors aujourd'hui aussi, il est présent, Valino. Je vous remercie donc une deuxième fois pour votre invitation. Et je salue cette rencontre mondiale à l'occasion de la journée mondiale. Vous savez que actuellement j'occupe le poste de vice-président, premier vice-gouverneur, et je serai gouverneur à partir du 1er juillet 2024 pour une année. Nous avons une présidence d'une année, hein, pas plus. Et donc, vous savez que le Lions Club International, parmi ses actions principales sur les cinq axes de travail, il y a la vue qui a commencé déjà par la première grande action au niveau de Lions Club, c'était la préservation de la vue. Donc, c'est un des programmes qu'on réalise dans le cadre des objectifs annuels. Nous avons aussi, par l'expérience de nos aînés, participé à la mise en place de 5 rétinographes au niveau de 5 structures publiques dans le cadre du projet Radar avec le Lions Club financé par le Lions Club International. Mais nous avons aussi activé dans le cadre du dépistage au niveau des écoles surtout et des CEM, pour permettre à nos enfants de bénéficier de lunettes montées pour pouvoir corriger leur vision, suite bien sûr avec l'action des UDS, les unités de dépistage du secteur sanitaire. Hein. Donc, ils font l'action de dépistage, enfin de l'examen visuel, et nous, on participe à la mise à disposition des montures, etc. Voilà un peu pour ne pas trop prendre la parole. C'est pour vous dire que nous sommes inscrits dans cette logique de dépistage et je suis très content quand j'ai vu le document de guide de dépistage qui m'a été envoyé par mon ami Chaban, de pouvoir partager tout ce document dans le cadre du programme que je vais mettre en place d'ici le mois de juillet. Voilà. Donc, je vous remercie encore une fois et puis bon courage à tout le monde. Merci, Dr. Habchi. On compte sur vous dans nos prochains projets, Inch'Allah, pour les Ouais, dépistages, euh, surtout avec le plan d'action de la section optique du foraine, corps. Euh, d'accord. on fera certainement appel à vous. Et merci encore une fois Certainement. pour votre présence. Une seule remarque, c'est que nous comptons aussi, c'est-à-dire dans toutes les actions, il faut qu'on insiste sur l'aspect institutionnel, c'est-à-dire le contact avec les directions de la santé pour pouvoir réussir nos programmes communs. Voilà, très important. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Donc, sans trop tarder, je passe la parole à Dr. Chaban pour Bonsoir nous, tout le monde. pour Bonsoir tout le nous monde. introduire. Allez-y, Monsieur Chaban. Bonsoir tout le monde. Sahab Torkom. C'est un grand plaisir de retrouver un peu tout le monde. Notre ami du Canada, Rémi Marcotte, notre ami professeur Khiati, notre ami Dr. Habchi et tous les autres collègues membres de la section. En fait, je vais commencer une rétrospective parce que je vais parler aujourd'hui où est-ce qu'on en est et puis je vais faire un feedback pour revenir sur d'autres années où on a vu des choses qui n'étaient pas aussi évidentes qui se sont développées par la suite. Cette année, nous avons créé cette section dans le cadre de la Fondation pour la recherche médicale. En fait, c'est une fondation qui ne s'occupe pas seulement de la recherche médicale, elle est dans la promotion des soins de santé. Des soins de santé et un peu plus largement, ses prérogatives sont un peu plus larges puisqu'elle s'occupe aussi d'un certain nombre d'aspects. Il m'a été donné l'occasion de visiter des installations et j'ai vu des orphelins qui ont été recueillis. Il faut dire qu'elle a été créée dans un contexte très dur, très difficile. Des gens de bonne volonté ont retroussé les manches et se sont occupés d'orphelins d'une décennie noire qui avait subi un massacre et à partir de ce moment-là, la Forum s'est développée, s'est élargie. Aujourd'hui, elle compte beaucoup, c'est plusieurs sections, plusieurs bureaux.
Donc déjà là, c'est pour dire au fait que nous revenons de très loin, puisqu'en 1962, au départ des colons et des occupants français, on s'est retrouvé avec très peu d'opticiens lunetiers. Il y avait quand même ce qu'on appelle communément, en guillemets, pays noirs, mais en fait, ce sont des Français qui étaient nés en Algérie, qui avaient choisi de rester encore quelques années. Donc, on était 6 millions d'habitants. Et pratiquement, juste quelques grandes agglomérations avaient accès aux lunettes, puisqu'il y a, à ce moment-là, il y avait très peu aussi d'ophtalmologistes. Et là c'est à partir de ce constat que le professeur Zrag, que Dieu ait son âme, il est décédé à cela presque 2 ans, a décidé c'était d'abord un ancien maquisard qui avait installé un hôpital avec d'autres confrères, qui avait pratiquement, quand il a terminé ses études de médecine, d'ophtalmologie, il avait choisi de rejoindre ses frères, les patriotes, dans un hôpital pour pouvoir soigner les populations qui s'étaient réfugiées, notamment au Maroc et en Tunisie. Et quand il est rentré donc, à l'indépendance, on lui avait confié une tâche, c'était de s'occuper, de développer un système des structures de santé, des structures de formation pour les médecins et par la suite pour les ophtalmologistes. Il était le premier recteur de l'Université d'Oran, et à partir de ce moment-là, donc il a commencé avec d'autres, Tal Mourad et d'autres confrères qui étaient ses confrères avec qui il avait partagé ces années dures. Il avait commencé à construire ce secteur-là. Donc, en 71-72, il a fait une grande tournée. Il était à ce moment-là professeur d'ophtalmologie, médecin-chef de service de la clinique du service d'ophtalmologie de Front-de-Mer, qui a pourtant en ce moment son nom. Il était aussi recteur de l'Université de Sénégal. Il a pris son bâton de pèlerin, il a traversé plusieurs pays, il est parti au Brésil, États-Unis, Canada, Inde, et il a vu, en fait, lui, c'était quelqu'un qui était très terre à terre, très pragmatique. Il savait que la formation d'ophtalmologiste est de longue durée et que les besoins étaient énormes, puisque on était pratiquement 12 millions vers la mi-75, fin 80. Et il a créé donc le premier institut de formation supérieure en optométrie. C'était dans le cadre de la fac des sciences exactes, de la faculté des sciences exactes. Donc, c'était avec, à ce moment, il y avait maths, physique, chimie, et il y avait optométrie. Ils étaient une petite poignée. Et grâce à la coopération d'optométristes dont Jean-Paul Rouzen, que je salue si jamais il va un jour regarder cette vidéo, et quelques autres, ils ont commencé donc ils ont entamé une formation. Il a fallu attendre quelques années, en 1976, pour instituer le diplôme d'études supérieures en optométrie. Et en 1977, le 19 février 1977, le premier statut particulier d'optométriste est né. Et par la suite, bien sûr, il n'y avait pas à ce moment-là aucune école d'opticien. Ce qui a été fait, c'est que dans cette structure, la clinique, ce qu'on appelle communément la clinique Lazare, c'est le service d'ophtalmologie du Front-de-Mer, il y a eu un examen de validation des acquis professionnels qui était destiné à tous ces aides opticiens et opticiens par le fait accompli qui était dessiné à travers le territoire national. Il faut dire aussi qu'on avait quand même quelques éléments qui ont participé par la suite à la formation, qui dans la formation, qui dans la fabrication, qui étaient diplômés des écoles françaises, notamment M. Bachoucha Zoyer, un de nos doyens qui est encore en vie, dont les enfants sont l'un ophtalmo et l'autre est opticien lunetier, optométriste plutôt, qui exerce à Oran. Et il y avait aussi Boujemaha,
Il y avait aussi Dervish, Haj Dervish, tout ce monde. Donc, c'était un petit noyau qui avait par la suite compris qu'il fallait aider. Donc, M. Barkoucha Zoher s'est impliqué dès les premières années dans la formation. Il faut aussi saluer là tous les ophtalmologistes qui ont pris part à la formation de cette première fournée d'optométristes, notamment professeur Naili, professeur Ida, professeur Mahmoudi, professeur docteur Ben Dimrad, professeur Zouaoui, professeur Ben Saoula. Tout ce monde avait pris en charge la formation. Donc, on a connu un petit peu une génération proliférante, comme on dit, jusqu'en 88. À ce moment-là, en 88-89, il y a eu un arrêt brusque à la formation d'optométrie. Je venais de revenir d'une post-graduation et j'avais enseigné 1 an et demi, 2 ans, et puis donc ça a été fermé complètement. Et par la suite, il y a eu quelques établissements de formation privée qui ont axé beaucoup plus sur la formation d'optométrie. Il faut dire que, pour moi, je considère que l'optique lunetterie, les optométristes font partie de la grande famille de l'optique ophtalmique. Que de toute façon, aujourd'hui, on constate, que ce soit à l'université de Doran ou de Sétif, qu'il y a une licence en optique visuelle, qui est l'équivalent de l'opticien-métier. Et par la suite, on a la formation en master en optométrie. Et par la suite, on a des personnes qui sont allées faire leur doctorat, comme le cas de notre ami Dr Ouzani, qui aujourd'hui contribue efficacement dans la formation de la future génération, que ce soit d'opticiens et d'optométristes. Donc, ce sont des années un petit peu charnières, puisque l'AG a connu un certain nombre d'événements, jusqu'à ce que l'Université d'Oran relance la formation d'optométristes à partir des années 2004, 2005, 2006. Et c'était beaucoup plus un DUA qui a été créé dans le cadre du département de physique, de la faculté des sciences. Et aujourd'hui encore, l'optométrie est rattachée à ce département pour Oran. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on compte? On compte aujourd'hui approximativement 2100 à 2200 opticiens et optométristes. Vous voyez, il y avait zéro pratiquement, il y avait une petite poignée. Aujourd'hui, quand même, on a 2000 à 2200. Il faut compter, il faut aussi regarder le ratio. En 62, 6 millions. Au maximum, on avait 6 opticiens à travers le pays. On se retrouve aujourd'hui à 47 à 48 millions et on est à 2000, 2200. Et on a encore beaucoup de gens qui sont en formation parce que les besoins sont encore présents. Donc, cela me ramène à dire au fait que nous sommes soucieux de prodiguer, d'offrir notamment des soins visuels de qualité. C'est un petit peu le leitmotiv sur lequel on doit axer notre effort. L'optométrie a connu beaucoup de développement. Je ne vais pas refaire l'historique de l'optométrie parce que l'optométrie est née aux États-Unis. Elle a connu beaucoup de développement. Aujourd'hui, on a des différentes probablement de configurations d'optométrie à travers le monde. Le modèle le plus important, le plus intéressant reste le modèle anglo-saxon, notamment le modèle nord-américain, que ce soit le modèle américain ou bien le modèle canadien, qui sont très efficients, parce qu'ils vont permettre un petit peu, dans le cadre de cette approche de soins primaires, ils vont donner d'optimisation pour orienter, pour prendre en charge et orienter un certain nombre donc, de patients qui sont à risque de présenter ou qui présentent des pathologies pouvant provoquer une cécité ou pouvant remettre en cause leur capacité visuelle. Bien sûr, nous semble-t-il que nous sommes parfois, parce que nous sommes à proximité de l'Europe, notamment à proximité de la France, nous regardons un petit peu par un prisme un petit peu déformant les réalités, parce qu'aujourd'hui, à travers le monde entier, notamment en Inde, en Australie, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, Nigeria, Ghana, un tas de pays ont adopté ce modèle de formation d'optométrie.
Donc, sans plus tarder, je vais laisser à mes amis, Dr Ouzani et Dr Rémi Marcotte, de continuer sur cette lancée. Donc, je vous souhaite encore une fois la bienvenue et bonne soirée didactique, comme on dit. Merci, Monsieur Chaban, pour pour l'histoire, parce que tout commence à partir de l'histoire. C'est en connaissant notre histoire qu'on peut avancer. Et bien sûr, le travail il nous reste beaucoup de choses à faire dans le futur. Euh, c'est pour ça qu'on est là pour apprendre et pour partager avec nos compatriotes opticiens, lunetiers, optométristes et étudiants les nouveautés et aussi on est toujours dans la formation continue. Donc, je vais donner la parole à mon ami Dr Rémi Marcotte-Collard pour pour donner quelques mots avant d'aller vers la présentation. Rémi, tu as la parole. Parfait. Merci, Mohamed, pour la présentation. C'est vraiment un plaisir d'être là ce soir avec vous. Ça faisait un petit moment là, que je n'avais pas participé à la formation continue d'optométrie. Ça me fait plaisir d'être là pour la Semaine mondiale de l'optométrie. C'est toujours un plaisir là, de pouvoir partager un petit peu là, différents types de connaissances avec vous. Moi, dans le fond, mon nom, c'est Rémi Marcotte-Collard. Je suis un optométriste qui travaille à Montréal, principalement à l'Université de Montréal, avec Dr Langis Michaud. Dans le fond, j'ai eu la chance de pouvoir côtoyer Dr Ouzani là, pendant quasiment 1 an et demi, je crois, que tu avais été à Montréal, durant son doctorat, dans le fond, durant son PhD en optométrie. Donc, c'est toujours un plaisir de pouvoir collaborer avec lui là, pour différentes présentations, articles scientifiques, etc. Dans le fond, Dr Ouzani m'avait demandé ce soir un petit peu de vous parler par rapport au dépistage de certaines choses, mais surtout le dépistage au niveau de la myopie, puis un peu vous parler de l'importance du dépistage de cette amétropie là, et un petit peu son impact au niveau mondial. C'est un peu là, le domaine de recherche, puis je vous dirais le domaine qui me passionne le plus là, au niveau de l'optométrie depuis quelques années. Je suis aussi en train de finir mon PhD aussi de mon côté en sciences de la vision sur ce domaine-là en particulier. Donc, la raison pour laquelle c'est ultra important d'essayer de dépister le plus tôt possible la myopie chez les enfants, entre autres, puis d'essayer justement de pouvoir les aider avec des recommandations, mais aussi des méthodes de traitement et de ralentissement de la myopie. C'est principalement du fait qu'on est en présence d'une pandémie, si on pourrait dire, dans le fond, une épidémie mondiale au niveau de la myopie. On prévoit qu'en 2050, on va avoir 50 de la population mondiale qui vont être myopes. Je vous dirais, de ce chiffre-là, le plus important à retenir, c'est le 10 de ces myopes-là qui vont être des fortes myopies. Ce qu'on sait de par l'Organisation mondiale de la santé, c'est que la forte myopie est définie comme étant des myopies en haut de 5 dioptries. Et que la forte myopie en tant que telle en soi, bon, c'est sûr, ça peut causer certains problèmes au niveau de la vie de tous les jours par rapport à la qualité de vie. Mais ce qu'on voit, c'est que la myopie est aussi associée avec une élongation axiale, donc un œil qui va être plus long, qui va être associé à différents types une augmentation en fait des risques de différents types de pathologies, entre autres le glaucome, la dégénérescence maculaire, mais aussi tout ce qui est décollement de rétine, augmentation du risque de cataracte. Donc, c'est vraiment des éléments qui, de façon de perte de productivité dans les différents pays, là, un peu partout dans le monde, mais c'est des coûts qui vont être directs et substantiels par rapport à ça. On parle aux alentours de 250 milliards américains en 2015 là, qui avaient été analysés par rapport à cet aspect-là. Puis, dans le fond, ce qu'on dit là dans la littérature, c'est que si on peut dire, cette perte de productivité-là, les coûts directs qui sont associés à ça vont augmenter aussi avec les prochaines années.
Donc, c'est quelque chose qui est assez important par rapport à justement la déficience visuelle, puis en fait de son développement. Ce qu'on sait chez les forts myopes, c'est qu'habituellement, on a un 50 à 70% des personnes qui ont une forte myopie qui vont développer ce qu'on appelle une myopie pathologique. Principalement, ce qui va se passer, c'est que lorsque l'œil va déjà être long, on va déjà avoir une choroïde, un tissu choroïdien sous la rétine qui va être beaucoup plus mince. Avec l'âge, cette choroïde-là va s'amincir davantage, ce qui va éventuellement mener à justement une atrophie choroïdienne près du nerf optique, qui va par la suite se diriger vers la portion maculaire. Et c'est cette atrophie-là qui va éventuellement amener à une myopie pathologique et donc au développement de certains types de pathologies qui vont amener à une déficience visuelle. Donc, nous, comme optométristes, ben, notre but, c'est quoi? C'est d'essayer le plus tôt possible dans la vie de l'enfant de pouvoir détecter cette myopie-là, le début de la myopie, pour pouvoir, d'une part, essayer de donner des bonnes recommandations aux parents et à l'enfant, que ce soit au niveau des habitudes de vie en termes le temps d'écran, la distance de lecture, le fait d'aller à l'extérieur pour essayer de limiter au maximum l'apparition de cette myopie-là. Mais aussi, lorsque justement l'apparition de la myopie se fait chez les jeunes enfants, d'essayer rapidement d'inclure dans le traitement une méthode de contrôle de la progression de la myopie, donc une méthode de gestion de la myopie, pour éviter qu'avec le temps, on ait justement cette augmentation-là au niveau de la longueur de l'œil qui mène à la forte myopie. On sait qu'une des caractéristiques de la progression d'un myope, c'est que, en fait, la myopie va surtout progresser de façon assez fulgurante entre 7 et 10 ans. Donc, c'est vraiment une période critique que si on réussit à attraper l'enfant dans ces âges-là, on est capable d'avoir un impact encore plus important. Et le fait de prendre aussi l'enfant plus tôt et de commencer justement nos traitements de ralentissement de myopie plus tôt dans la vie, mais ça fait en sorte qu'avec les années, jusqu'à temps que l'enfant devienne adulte, on est capable d'avoir un impact encore plus significatif pour empêcher justement que la longueur de l'œil devienne trop importante, que le tissu choroïdien s'amincisse, puis qu'on arrive avec certains risques là, de pathologie pour plus tard dans la vie. Donc, en termes de dépistage, ça, c'est sûr, c'est beaucoup mon domaine que je me passionne, mais c'est ça, ce que je me rends compte, là, surtout avec le temps, puis qu'est-ce que nous, on voit ici sur le terrain, c'est on voit de plus en plus de myopes, justement, non seulement dans les cliniques de myopie qui vont avoir des références externes, mais aussi dans la pratique générale de l'optométrie. Donc, je pense que ça va devenir un petit peu une certaine routine pour les optométristes d'avoir ce discours-là, puis d'essayer de trouver des traitements de plus en plus optimisés pour justement empêcher que l'œil s'allonge et qu'on puisse diminuer les risques de déficience visuelle à long terme. Très intéressant, merci Rémi. On aimerait aussi que euh, tu nous parles un petit peu sur le, comment l'optométriste est formé pour faire du dépistage au Ouais. Canada. Est-ce que ça fait partie de son cursus universitaire ou c'est plus des stages qu'il va faire par la suite? Habituellement, c'est certain que, en fait, l'étudiant en optométrie, bon, premièrement, va être formé pour, bien sûr, dépister les amétropies chez les enfants. Premièrement, chez la population pédiatrique, donc, on a des cours, en fait, d'optométrie pédiatrique, entre autres, mais aussi, on a une clinique à l'Université de Montréal qui est vraiment une clinique de pédiatrie où on voit des enfants d'âge préscolaire, là, de 0 à 5 ans. Bien entendu, habituellement, on va commencer à faire le dépistage chez les enfants par rapport aux amétropies à partir de 6 mois. Donc, il y a vraiment des techniques qui peuvent être possibles, entre autres, bien sûr, la rétinoscopie, mais différents types de techniques pour pouvoir avoir certaines mesures chez le jeune enfant, pour pouvoir dépister tôt différents types d'amétropies, puis de pouvoir bien corriger l'enfant pour éviter, par exemple, les amblyopies, mais entre autres aussi des myopies précoces qui peuvent par la suite se développer dans le temps. Donc, on a l'aspect, bien sûr, théorique dans les cours magistraux, mais aussi l'aspect clinique, où ce qu'on a le dépistage des enfants vraiment en bas âge. Par la suite, c'est sûr que nous, à l'université, on a aussi certains cours sur la progression de la myopie chez les enfants, donc le contrôle de la myopie. Et on a aussi une clinique à l'université qui est une clinique de référence, là, où ce qu'on voit des cas de progression de myopie qui parfois
viennent soit du bureau privé, mais aussi de la clinique générale à l'école d'optométrie. Ce qui est intéressant dans cette clinique-là, c'est qu'on essaie le plus possible de se servir de différents outils, entre autres de certaines courbes de croissance de l'œil qui permettent de pouvoir rapidement, de façon clinique, déterminer les risques de développer une myopie, mais aussi une forte myopie chez l'enfant. Donc, on essaie le plus possible de justement utiliser la technologie, entre autres les biomètres oculaires, pour essayer de pouvoir déterminer rapidement s'il va y avoir une progression importante ou non là, chez l'enfant, puis d'inclure une méthode de contrôle de myopie le plus vite possible. Très bien, c'est parfait. Euh, Aussi, pour le dépistage, qu'en est-il chez les adultes? C'est-à-dire les adultes qui viennent à la clinique, je ne sais pas, pour un problème quelconque, et là, vous faites le dépistage, que ce soit de la rétinopathie diabétique Ouais. ou Donc, presbytie. exactement, définitivement. C'est sûr qu'en termes de dépistage, si on parle de d'autres éléments là, que chez les enfants, mais c'est certain que chez l'adulte, bon, bien entendu, on va bien sûr dépister pour différents types de pathologies. Donc, dans chaque examen de la vue, ce qu'on va faire, c'est qu'on va euh, faire l'examen complet, dépister les amétropies. Par la suite, on va aussi dépister les différentes pathologies, que ce soit au niveau du segment antérieur, mais aussi au niveau du segment postérieur. Il y a aussi une prise de mesure de la pression intraoculaire, seulement par la tonométrie Goldman, parfois avec aussi d'autres types de techniques là, qui existent là, sur le marché. Donc, on essaie de faire vraiment un profil global avec un champ visuel et une acuité visuelle. Et à partir de ça, on essaie d'établir certains types de diagnostics. C'est certain que de plus en plus de cliniques vont s'équiper de topographes cornéens aussi pour le dépistage du kératocone, qui est ultra important. Ce qu'on voit même de plus en plus, là, c'est qu'on a de plus en plus de cas d'enfants qui développent des kératocones tôt dans la vie. Donc, c'est un élément que je vous dirais que dans les 2, 3 dernières années, il y a de plus en plus de prévention faite par rapport à ça. Les ophtalmologistes, entre autres au Québec, ont fait beaucoup de sensibilisation auprès des optométristes par rapport à cet aspect-là parce qu'on voit que c'est vraiment en augmentation aussi au niveau de la prévalence, là. Donc, on essaie de le dépister assez tôt avec la rétinoscopie, donc en regardant le mouvement ciseau à la rétinoscopie. Et par la suite, quand on a un doute, on essaie le plus possible soit de faire la topographie si on l'a sur place ou de le référer dans un centre où il y a une topographie ou une tomographie pour pouvoir le dépister. Très bien. Tu as bien fait d'introduire le dépistage du kératocone car c'est, euh, c'est une anomalie, une pathologie qui est très fréquente dans notre pays et dans les pays de la région. Euh, on va revenir juste après sur ça. Je vais présenter quelques slides qui m'ont été partagés par Dr. Luigi Bilotto, qui est de Mhm. l'Université de Montréal et qui a servi aussi au Brian Holden Vision Institute qui a développé une petite introduction au dépistage visuel que chaque étudiant doit connaître. Et juste après, on va continuer la discussion sur le dépistage, si tu permets, Rémi. Donc, Donc, le dépistage visuel, qui est notre sujet d'aujourd'hui, doit d'abord commencer par un dépistage général. Et en matière de définition, un dépistage visuel, c'est une série de tests rapides qu'on va faire, qu'un opticien lunetier ou un optométriste peut faire pour déterminer s'il est nécessaire de procéder à un examen plus détaillé ou passer au crible une large quantité de patients en un court laps de temps. Donc, généralement, c'est ce qu'on fait quand on va dans des régions peu desservies ou dans des régions où on n'a pas vraiment des professionnels de la santé visuelle. Donc, le dépistage visuel est important afin d'identifier les patients ayant besoin de lunettes, ça c'est en général, identifier les patients ayant besoin davantage de soins oculaires ou de consulter un médecin ophtalmologiste et détecter rapidement certaines conditions oculaires.
Donc, le dépistage visuel ne permet pas de déterminer quel problème affecte les yeux du patient. Là, on parle d'un dépistage général, c'est-à-dire on va vraiment filtrer un groupe de patients, un grand groupe de patients, et il nous indique seulement qu'il y a potentiellement un problème avec les yeux du patient et que celui-ci nécessite un examen plus approfondi. Les gens à risque, bien sûr, de présenter de problèmes de vision non détectés, on peut les catégoriser comme docteur Marcotte vient de parler de la catégorie pédiatrique, mais il y a aussi une autre catégorie où on peut avoir des anomalies de vision souvent non détectées. Donc, premièrement, nous avons les personnes diabétiques qui peuvent avoir des problèmes de vision, notamment la rétinopathie diabétique. Les patients âgés de plus de 45 ans, généralement, il faut les dépister, même s'il n'y a pas de symptômes, car ils peuvent présenter un glaucome ou une hypertonie oculaire. Les personnes appartenant à des populations démunies, c'est cette catégorie de patients, il faut vraiment la cibler. D'ailleurs, c'est parmi les objectifs de notre section du forum pour cibler cette catégorie de population. Je vais juste mettre ça en plein écran. Pardon. Donc, les groupes qui vont bénéficier aussi du dépistage visuel, nous avons, comme Rémi l'a introduit, nous avons les enfants de bas âge. Et il faut d'abord déterminer s'il existe de tels groupes dans votre communauté, donc là où vous allez faire le dépistage, et qui sont les gens qui appartiennent à ces groupes. D'abord, si vous allez dans des écoles ou dans des centres ou chez nous, par exemple, euh, on a déjà été à Ghardaïa, par exemple, c'est une ville du sud. On a fait un dépistage dans la ville de Grara. Et là-bas, on devait préparer le dépistage visuel, c'est-à-dire c'est-à-dire convenir une date et une heure. Si ça va être sur plusieurs journées, il faut aussi convenir ces journées-là. Il faut toujours avoir des lettres confirmant les arrangements, que ce soit par téléphone, par email, etc. Et qui est plus important, c'est d'avoir les formulaires de consentement. Dans notre pays aussi, il faut noter que nous avons besoin des autorisations de la part des autorités pour organiser des sessions de dépistage visuel, que ce soit en milieu scolaire ou dans le milieu social. L'équipement requis pour faire un dépistage général, on n'a pas besoin de grand-chose. Généralement, des tableaux d'acuité visuelle de loin et de près, des rubans pour mesurer les distances, que ce soit pour la distance du test en vision de loin et en vision de près, des lampes de poche, des tests de vision de couleur comme l'Ishihara, des lunettes prismatiques, des lunettes avec des sphères de +2, on verra quel est l'intérêt, et des formulaires. Pour les formulaires, vous aurez besoin de plusieurs types de formulaires. Et là, je vais partager avec vous sur le chat un guide publié par l'Organisation mondiale de la santé qui regroupe des formulaires qui sont liés ou qu'on peut utiliser lors d'un dépistage visuel qui est facilement téléchargeable, qui est en anglais. Il n'y a pas encore de version française, mais vous pouvez utiliser les chartes et qui est libre d'accès. Très bien. Donc, d'abord, choisissez un endroit bien éclairé. Si vous allez dans une école, choisissez des salles carrément. C'est dans les salles que ça se passe. Il faut mesurer la distance requise et placer les tests de l'acuité visuelle. S'il faut 5 mètres, il faut prendre 5 mètres. Et prévoyez une zone d'attente car il y aura peut-être un nombre élevé d'enfants à dépister ou même d'adultes. Donc, il faut prévoir toujours une salle d'attente lors du dépistage. Donc, pour les tests de dépistage, commencez par les symptômes. Demandez au patient si ce n'est pas un enfant de bas âge, s'il a des problèmes avec ses yeux, s'il est atteint d'une maladie ou d'une condition qui pourrait affecter les yeux, par exemple diabète, hypertension,
ou maladies systémiques. Référer le patient pour un examen de la vue si il présente une mauvaise vision de près ou de loin, donc une baisse d'acuité visuelle de près ou de loin, des maux de tête ou des douleurs oculaires, une faible vision de nuit ou un diagnostic du diabète ou de la pression artérielle. Bien sûr, questionner les enseignants et les professeurs de l'école, les parents, s'ils sont présents, à propos de l'enfant, et référer le patient s'il y a un problème et reporter. Pour l'examen, où on appelle ça de l'inspection, examiner l'œil à l'aide d'une lampe de poche ou source de lumière et référer le patient pour un examen de la vue si vous relevez un problème potentiel, des opacités, des rougeurs, des suspicions de tumeurs, etc., ptosis, etc. L'acuité visuelle de loin, c'est le test fondamental lors du dépistage visuel. Donc, il faut référer le patient pour un examen de la vue si l'acuité visuelle est inférieure à 6 10. L'acuité visuelle de près est elle aussi très importante. Si le patient n'arrive pas à lire le Parisot 2 ou le N6, vous devez aussi le référer pour un examen complémentaire plus approfondi. Le test du prisme vertical, aussi, c'est un test où le patient devrait voir d'où en mettant la lunette à prisme. Si le patient ne voit qu'une seule cible, là, il faut référer le patient pour un examen approfondi de vision binoculaire, etc. La vision aussi, on peut utiliser le test des verres de +2. Donc, si le patient ne se dégrade pas en moins de 2 lignes avec des verres positifs de +2, là, il faut référer le patient pour un examen de la vision et pour un examen plus approfondi. Le test de vision des couleurs aussi, c'est un test qui fait partie des tests du dépistage visuel. Et un patient qui se trompe à 2 reprises ou plus présente une anomalie de la vision des couleurs. Et maintenant, on peut avoir des tests de vision de couleurs même sur smartphone. Donc, l'Ishihara, c'est idéal aussi. Il n'est pas nécessaire de référer ces patients-là, mais il est recommandé d'en aviser les parents ou les enseignants et professeurs. Les formulaires, bien sûr, vous avez plusieurs types de formulaires qui sont nécessaires à un dépistage visuel, comme les formulaires de consentement, un dépistage visuel, le formulaire de résultats pour les adultes et pour les enfants, et un document récapitulatif du dépistage. Bien sûr, il faut s'assurer que les patients référés se présentent à leur rendez-vous pour un examen plus approfondi et expliquer aux patients pourquoi il est possible qu'ils se fassent prescrire des lunettes ou des médicaments ou comment utiliser ceux-ci et encourager les patients à se soumettre régulièrement à un examen de la vision comme ça fait partie du dépistage. Voilà, donc c'était une petite présentation, une petite introduction au dépistage visuel. Je vais partager avec vous sur le chat du groupe ici, le handbook ou le livre de l'OMS que vous pouvez télécharger et vous allez trouver tous les formulaires dessus ainsi que tout le matériel nécessaire pour le dépistage. Sans trop tarder, je vais ouvrir la discussion. Donc, si on enrichit cette discussion. Oui, M. Chaban. Alors, je voudrais juste revenir sur une chose importante. Je crois qu'il faut parler d'objectifs au pluriel du dépistage. Parce que cela va sans dire que dans un pays comme le nôtre, qui a une diversité ethnique, il n'y a pas réellement eu d'études épidémiologiques ni d'études approfondies pour pouvoir. Parce que moi, je regarde un petit peu, si vous voulez, l'aspect, quels sont les bénéfices qu'on peut tirer d'un dépistage. Il est vrai que le premier souci, c'est de dépister des anomalies, des pathologies, pour pouvoir agir rapidement, parce qu'il y a certaines pathologies qui peuvent mettre en péril le pronostic fonctionnel ou bien parfois même le pronostic vital.
il va sans dire que ça, c'est un geste ce sont des choses qui nous préoccupent. Mais le deuxième aspect qui est important, et au bout de mon expérience, je me suis rendu compte au fait que nous avons d'abord une particularité sur laquelle on ne s'est jamais attardé. Nous n'avons pas aucune idée sur la moyenne kératométrique chez nos populations, ni sur la pachymétrie cornéenne, parce que le fait est que nous avons une grande prévalence, si vous voulez, d'astigmatisme. Nous avons particulièrement parce que les cornées sont fines et que dans ces considérations un petit peu aussi qui sont liées aux problèmes atopiques, allergiques, on a aussi, par votre conséquence, beaucoup d'astigmatisme irrégulier. On en voit chaque jour des dizaines et des dizaines. Il va sans dire que il y a tout à l'heure, quand vous avez présenté une panoplie de tests. Et cette panoplie de tests, elle est efficace en cabinet où elle n'est pas aussi évidente pour un personnel non optométriste ou non opticienneté ou non ophtalmologiste. Et souvent dans les UDS, dans les unités de dépistage scolaire, je prends un exemple, nous avons uniquement l'échelle d'acuité visuelle, l'éclairage laisse à désirer, etc. Donc on n'a pas, c'est comme tamiser, hein. On va essayer de tamiser pour pouvoir avoir tous les gens qui présentent des anomalies, toutes les personnes qui présentent des anomalies, que ce soit dans une catégorie pédiatrique ou dans une catégorie d'adultes. Et là, bien sûr, il s'agira de réfléchir à ce qu'il y ait, à ce qu'on puisse, d'abord, être plus efficace avec très peu de moyens. Je prends un exemple, un stylo lampe peut servir parfois à dépister un problème de déviation oculomotrice. On peut avoir aussi une idée avec un stylo lampe, avoir une idée sur les réflexes pupillaires. Ce sont des gestes qui sont très simples à faire. Un petit cache peut aussi nous orienter. Donc, il y a un certain nombre d'éléments qui sont très simples à utiliser, qui peuvent être efficaces. Maintenant, la question, c'est que moi, je suis très pragmatique. Il faut nécessairement que cette session que nous sommes en train de voir est une session où nous essayons un petit peu d'homogénéiser une vision que nous avons du dépistage. Il va sans dire qu'il est nécessaire d'avoir une sorte de consensus. Donc, il s'agira de profiter un petit peu de cette expérience, de cette section au sein de la Forum pour pouvoir organiser autour d'ateliers. C'est-à-dire, quand je parle d'ateliers, c'est pratiquement comment faire un canevas, quels sont les éléments rudimentaires qu'il s'agira de déployer, quelles sont les priorités, une approche stratégique qui nous permettra de dire, au fait, l'expérience de Redeye est une expérience qui est très, très, très enrichissante. Mais au fait, on ne peut pas extrapoler, dire, nous avons telle incidence ou telle prévalence ou tel problème au niveau. Parce qu'on sait qu'au niveau du MSAB, il y a des mariages consanguins et que nous avons une proportion importante de myopes. Ça va de soi. Ensuite, on a des particularités. Donc, la chose est que nous sommes obligés d'essayer de nous déployer dans toutes les zones, notamment les zones qui ne bénéficient pas d'une couverture sanitaire. Nous appelons communément les zones d'ombre. Ce sont des zones qui sont loin des agglomérations urbaines, qui ne bénéficient pas d'une couverture sanitaire importante. Et c'est ces zones-là qui ont besoin où on est obligé d'être présent. Il est évident que nous avons, le dépistage est une chose, répondre aux besoins est une autre chose. Parce que dans le cadre du rapport de l'OMS qui a été édité, le nombre d'amétropes non compensés, d'amétropes, je ne parle pas de problèmes de gens qui présentent des pathologies, non compensés est énorme dans les pays sous-développés ou dans les pays en voie de développement. Le canevas qui a été mis en ligne pour pouvoir nous aider à mieux appréhender le dépistage
est un canevas qui est destiné aux pays à faibles ou moyennes ressources. C'est le cas de notre pays. Donc, nous devons essayer d'exploiter, mais d'exploiter de manière très rationnelle. Quelles sont les choses qu'on peut mener? Bien sûr, on se base un petit peu aussi sur le côté, si vous voulez, l'appui d'un certain nombre de personnes qui peuvent nous permettre d'avoir des lunettes soit prémontées, soit réellement mettre en place un dispositif pour pouvoir répondre à des particularités. Donc là, c'est un petit peu essayer d'élargir le réseau de soutien à ces opérations de dépistage. Mais les objectifs ne peuvent être pas établis. On ne peut pas aller à la hussarde, aller sur des terrains sans pour cela se doter d'une approche méditée, d'une approche réfléchie, avec une certaine optimisation de nos actes pour cibler telle catégorie ou telle catégorie. Il va de soi que dans nos cabinets, nous avons tout le matériel nécessaire pour les optométristes, ils ont tout le matériel nécessaire dans le cahier de charge. Il y a le tinographe, il y a le champ visuel, il y a, pour les gens qui peuvent se permettre, il y a même aujourd'hui l'OCT. Mais il va de soi que quand on va sur un terrain, il y a un certain nombre de choses qui sont très simples. Un ophtalmoscope, un rétinoscope, un kératocone, pas obligé d'avoir un topographe. On peut uniquement avoir un rétinoscope. Donc, avec le scope, on peut dépister un mouvement ciseau, un reflet en ciseau, et à partir de là, on peut conclure qu'il s'agit d'un. Donc, il y a des choses, des éléments très rudimentaires qui peuvent nous aider à pouvoir dépister un maximum tout en. Il y a aussi le fait qu'on doit penser à impliquer la population estudiantine, notamment les gens qui font des mémoires, soit en licence optique visuelle, soit les optométristes en master, soit les doctorants, à les impliquer dans de tels projets, parce que c'est une matière j'allais dire, importante qui est là, disponible, au lieu d'aller essayer de réfléchir sur des thématiques qui nécessitant une expertise et des équipements qui coûteraient cher. On peut affecter les projets de recherche, que ce soit pour les mémoires de fin d'études, licence, master ou doctorat, on peut les affecter sur des choses très pratiques qui vont aider, parce que toute politique de santé est une politique d'abord prospective. Elle se projette. On n'a aucun élément de projection. Qui peut me donner le nombre d'amétropes dans ce pays? On utilise, même pour les amblyopes, on utilise le chiffre du professeur Hugonnier qui date des années 80, qui a fait des études au niveau de la France. Or, nous ne savons pas quel est le nombre d'amblyopes, quel est le nombre de strabiques, quel est le nombre de myopes, quel est le nombre il est évident qu'aussi, on doit déployer un certain nombre de moyens qui permettent de comprendre le risque pour les enfants. L'hygiène visuelle est devenue aujourd'hui une thématique centrale. À côté de la mesure des échelles d'activité visuelle, parce que le quatrième point dans ce guide, c'est l'hygiène visuelle. C'est quoi l'hygiène visuelle? L'hygiène visuelle, c'est des recommandations qu'on va donner à des enfants. On les donne souvent mécaniquement au niveau de nos cabinets aux parents qui accompagnent les enfants, notamment l'utilisation des interfaces digitales, l'utilisation abusive à tout âge. D'ailleurs, je sais que notre ami professeur Longis, qui est absent aujourd'hui, avait fait une belle émission sur le fait qu'il ne faut pas laisser de tels dispositifs aux mains des enfants en bas âge, parce que ça peut être le nid d'une myopisation. Donc, c'est un peu ça sur cette approche qu'on doit un petit peu, à mon avis, sur laquelle on doit cibler les objectifs, les moyens, la formation du personnel sont les clés. Vient par la suite la prise en charge. La prise en charge, nous avons, alhamdoulilah, aujourd'hui la Forem qui se déploie avec beaucoup de moyens, qui nous mobilisent, etc. On a aussi nos amis du Lions Club qui peuvent être impliqués. On a aussi un certain nombre d'entreprises algériennes ou étrangères qui peuvent s'impliquer pour nous permettre d'avoir des montures, d'avoir des verres et de disposer d'un réseau qui puisse répondre
aux besoins des gens comme, comme étant amétropes ou qui risquent de développer des problèmes par la suite visuels. Merci beaucoup. Mohamed, on n'entend pas, hein? Faut activer le micro. Je crois que Mohamed a été déconnecté, hein? Il est en train d'appeler. Oui, oui. Ah, d'accord, ça c'est. Je vais tout de suite. Attends, un petit moment, hein. Alors, voilà, donc c'est fait. Maintenant, Mohamed J'avais est... perdu ma langue. Ouais, parfait. OK. Donc, merci beaucoup, Monsieur Chaban, pour euh, cette intervention. Euh, Est-ce que, Rémi, une autre question sur, revenons toujours à la myopie. Euh, Est-ce que le dépistage dans les régions canadiennes, donc dans les régions qui sont peu desservies, pour ne pas dire pas desservies par des soins visuels, est-ce qu'il y a des stratégies que le gouvernement canadien a développées pour atteindre les gens qui vivent dans ces régions-là? Et quel est le plan national pour dépister les gens dans ces régions? Ah, il faut peut-être lui donner la main pour qu'il désactive son micro. Entre-temps, on peut avoir d'autres questions si vous voulez dans le chat. Pour les gens qui veulent poser des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas. On va aussi euh, réinviter professeur Khiaté pour intervenir par la suite. Si vous Donc, avez des questions sur la forum aussi. donc, pour répondre à ta question, dans le fond, Ahmed, c'est ça, dans le fond, au Québec, c'est sûr qu'on a, nous, au niveau des différents optométristes, on a des optométristes qui vont aller parfois en région éloignée pour faire des dépistages là-bas. Parfois, il y a certaines régions qui sont seulement accessibles, par exemple, par avion. Donc, ils vont aller pendant un certain nombre de semaines là, pour essayer de justement dépister le plus possible la population là-bas. On a aussi le docteur Jean-Marie Ansens qui a commencé aussi à installer ce qu'on appelle des sortes de cliniques pour qu'on puisse faire de l'optométrie à distance avec justement les régions éloignées. Donc, soit avec des visiomètres à distance ou euh, donc des visiomètres à distance, mais aussi là, tranquillement pas vite, on essaie de faire beaucoup de recherches pour voir qu'est-ce qui est possible de faire au niveau de la vision binoculaire, mais aussi au niveau de la santé oculaire. Donc, l'optométriste est à distance. On a un technicien sur place qui, lui, va préparer le patient, placer les différents équipements, faire justement les éléments pour filmer justement le patient. Et à partir de ça, l'optométriste est capable de faire le travail à distance si jamais l'optométriste n'est pas sur place. Donc, c'est une autre façon là, pour nos régions éloignées de pouvoir les desservir aussi. Donc, je te dirais que c'est ça, c'est pas mal la stratégie là, qu'on a commencé à employer par rapport à ça. Il y a certaines régions plus éloignées où bon, il y a une clinique d'optométrie qui est sur place, mais par contre, il n'y a pas nécessairement d'optométriste à temps plein là-bas. Donc, souvent, ces cliniques-là vont essayer de recruter des optométristes d'un peu partout au Québec.
pour venir faire des journées là-bas. Là. Souvent, c'est comment ça fonctionne, c'est que l'optométriste va se déplacer à la clinique pour une semaine. Donc, son transport va être bien sûr payé, puis bon, ses journées de travail aussi. Puis, dans le fond, il va être logé, nourri là-bas pour justement qu'il puisse faire les examens à la population qui habituellement n'aura pas de professionnels sur place aussi. Intéressant, intéressant. Merci beaucoup. Euh, est-ce qu'il y a des questions, des interventions, des questions? Est-ce que professeur Khiati est là avec nous? On va juste lui poser une dernière question. En tout cas, on en a encore pour 5 minutes. Donc, s'il y a des questions pour tous les intervenants, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Alors, il y a une question. C'est quoi l'intérêt du test de +2 en sphère? Très bien. Donc, l'intérêt, c'est que un hémétrope, si on va lui mettre une lunette, c'est un hémétrope qui voit des dixièmes, qui a une acuité visuelle optimale, et on va lui mettre une lunette en binoculaire de +2. Donc, on va en quelque sorte le brouiller, et son acuité visuelle va se réduire d'au moins 2 lignes. Si ce patient-là, en mettant les +2, son acuité visuelle ne se dégrade pas, c'est-à-dire qu'il n'est pas hémétrope. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose derrière à chercher, à creuser. Il faut le référer pour un examen plus approfondi. Donc, c'est un petit test qui ne nécessite pas beaucoup de matériel, mais qui est efficace dans le dépistage. Voilà. Deuxième question, s'il vous plaît, le lien de la publication de l'OMS. Si vous allez un peu plus haut sur le chat, vous allez trouver le lien WHO.international. Monsieur Khiate est là. Professeur Khiate qui est toujours là. Hein? Très bien. Monsieur Khiate est là, allez-y. Je suis très attentif à tout ce que j'ai emmagasiné et entendu depuis tout à l'heure. Donc, d'abord, je vous exprime ma reconnaissance. C'est un niveau très intéressant et je pense que le sujet qui est débattu est un sujet extrêmement important et ça dénote une motivation importante parmi tous les intervenants. Je pense qu'on pourra effectivement arriver rapidement à mettre en place un programme d'activité annuel. Pour ce qui est des autorités, je pense qu'il n'y a aucun problème. Les portes sont ouvertes. Il suffit qu'on les avise quelques jours à l'avance par lettre, c'est tout. Hein. Ça ne pose aucun problème avec les autorités. Bien au contraire, ils sont très demandeurs justement d'une collaboration étroite avec la société civile. Et nous évoluons justement pour qu'il y ait ce partenariat nécessaire entre les associations et les autorités publiques. Et je pense que le problème de la prise en charge d'une bonne vision est un exemple type, puisque d'abord, c'est une fréquence importante, mais malheureusement insoupçonnée. C'est-à-dire qu'elle n'est pas, si vous voulez, remarquée à son réel niveau aujourd'hui. Par exemple, il n'y a pas d'études nationales pour nous dire quels sont les pourcentages qui existent dans les régions. Peut-être qu'il y a des régions beaucoup plus marquées, vous avez signalé tout à l'heure, d'ailleurs, que d'autres régions. À ce moment-là, il faudrait peut-être faire plus d'efforts au niveau de ces régions-là. Je pense que ce sera notre rôle d'essayer comme ça, chaque année, couvrir 2-3 wilayas, et à partir d'un certain moment, on aura une vision assez complète de ce qui se passe réellement en Algérie. Donc voilà, et puis je suis ouvert bien sûr à toutes les questions. Professeur Khiate, je profite de cette occasion pour vous poser une question. Qu'est-ce que vous avez prévu cette année pour 2024 comme dans votre programme initialement
comme campagne de dépistage et quelles sont les agglomérations ou les zones que vous voulez toucher par ces campagnes? Donc, il y a d'abord une demande express de Timimon. Au niveau de Timimon, nous avons fait une action, j'allais dire, d'éclat, parce que nous avons été débordés. On ne savait pas qu'il y aurait autant de monde. Presque 700 personnes ont été vues en 3 jours, ce qui est considérable, avec un seul ophtalmo et donc un seul opticien. Je pense que la demande est là et l'OLI a demandé si on pouvait envoyer des équipes pour les 4 daïras. Donc, on peut à ce moment-là envisager d'abord Timimoun, puisqu'il y a une demande qui est faite, c'est d'envoyer 4 équipes dans les 4 daïras pour 3 jours, bien sûr. Ça permettra d'aller assez vite. Le même problème se pose pour Tissimsit. Donc, puisque c'est des wilayas qu'on a déjà vues, mais je dirais que ça a été une visite un peu d'appréciation plutôt que de visite de travail, étant donné qu'il y avait beaucoup de choses et qu'on était en faible nombre. Voilà, c'est Chaban. C'est beaucoup, professeur. Allah يسلمك بارك الله فيك. Donc, je pense qu'on a abordé. Mohamed, on a Dr Habchi qui demande la parole depuis tout à l'heure. Ah, pardon. Allez-y, docteur Habchi. Oui, bonjour, rebonjour, rebonsoir. Bon. Moi, je voulais rebondir sur la question du dépistage concernant le milieu scolaire, mais on a tendance à oublier que au niveau du collège, des lycées et au niveau universitaire, qu'il y a aussi un travail à faire parce que on pense que les gens qui sont déjà au stade adulte et universitaire, qui ont de la connaissance, etc., en général, par rapport à la prévention, il y a un manque à gagner important et qu'il va falloir combler justement par l'information et la sensibilisation et aussi prévoir des campagnes de dépistage au milieu universitaire, au milieu lycéen et au milieu des collèges, des collèges, des CEM, ce qu'on appelle chez nous les collèges d'enseignement moyen, parce que là aussi, on peut trouver aussi des cas de difficultés visuelles à prendre en charge, soit par la correction visuelle, soit par l'orientation vers les ophtalmos pour prise en charge d'éventuelles pathologies. Voilà, donc je pense que c'est un travail à faire au niveau de chaque région universitaire euh, pour pouvoir toucher tout le monde universitaire. Je ne parle pas du monde du travail, le domaine qui m'intéresse. Le dépistage, il se fait en général lors des visites d'embauche et des visites périodiques. On fait un examen de l'acuité visuelle bilatérale de près et de loin. Nous avons aussi les visiotests qui sont disponibles dans certaines entreprises où le dépistage se fait systématiquement pour évaluer un peu l'acuité visuelle, la vision des couleurs, etc. Un peu le champ visuel très sommaire, hein, c'est pas... Mais ça existe et il va falloir développer tout ça, préconiser au niveau des services de médecine du travail, des secteurs sanitaires et des entreprises de renforcer cette activité de dépistage de la malvoyance. Voilà. Merci Très bien. et bon courage. Merci pour les interventions. Je reviens sur ce que j'ai écrit dans le commentaire concernant ton intervention, Chaban Fethi. Justement, il faut proposer un atelier où on puisse discuter l'établissement d'un algorithme pour répondre à tes prépositions, un algorithme qui pourrait être, comment dirais-je, adapté à chaque région, hein, puisque nous avons des disparités régionales. Cet algorithme il y aura un algorithme général et bien sûr avec des branches
par rapport aux régions de l'Est, l'Ouest, le Centre, les régions de Ravdaya, les régions de l'extrême Sud aussi. Et, et donc, ça va nous permettre de commencer à faire un travail scientifique en utilisant, bien sûr, le guide et le questionnaire et des supports qui sont établis par l'OMS. Et ça permettra de faire des études comparées entre les différentes régions. Voilà. Très Merci bien. beaucoup. C'est Merci, très, très docteur Habchi. intéressant. Merci pour les intervenants, hein. C'est très riche et à refaire. Merci, docteur Habchi. Pour le milieu universitaire, juste pour vous répondre, on a déjà un projet qui est en cours par un des doctorants je pense, qui est présent avec nous ce soir, que le Oui. professeur Triaté va nous aider pour avoir les autorisations en matière pour faire le dépistage en milieu universitaire. Il y a aussi un autre projet parce qu'il y a 3 ou 4 questions qui vont dans ce sens que les gens qui vont faire du dépistage doivent être formés pour le faire. Ouais. Et on compte avec la section optique du forum, on compte organiser des sessions de formation continue où les gens peuvent venir en présentiel et se former comment réaliser un dépistage avant d'aller sur le terrain. Ça, c'est un projet qu'on y travaille avec les membres du bureau, que je remercie vivement pour leur disponibilité. Et c'est vraiment un projet à long terme pour qu'on soit efficace dans le travail et que, bien sûr, que ces projets-là, comme Dr Chaban, Dr Rémi Marcotte et d'autres intervenants ont mentionné que ces projets-là doivent être bénéfiques, que ce soit dans le côté dépistage comme dans le côté recherche et, euh, et, et publication. Voilà. Euh, je pense qu'on est au temps. Je vais donner la parole à Monsieur Slim pour un petit mot et conclure cette réunion qui était bénéfique. Je remercie tous les intervenants, que ce soit nos amis Dr Rémi Marcotte et Dr Amir qui nous ont honorés de leur présence. Euh, et j'espère vous retrouver bientôt lors d'une deuxième session, que ce soit virtuelle ou présentielle. Voilà, je vous remercie. Donc, bonsoir tout le monde. Je reviens un petit peu sur la situation. C'est magnifique ce qui s'est passé aujourd'hui pour une première. C'est franchement, personnellement, je suis vraiment ému pour une première. Donc, je reviens rapidement avant la fin par rapport à tout ce qui est. Nous sommes appelés en tant que section à aller beaucoup sur le terrain et à faire des dépistages. Logiquement, nous aurons l'occasion de faire une carte, si je peux appeler ça une cartographie amétropique par rapport à notre pays, qui est quand même un pays immense. C'est un travail de très longue haleine. Comme Dr Ouzani l'a dit, comme Dr Chaban l'a dit, il y a énormément de travail qui nous attend dans ce sens. Peut-être nous finirons tôt ou tard par avoir les résultats qu'il faut et connaître plus ou moins ce qui se passe en ce qui concerne les problèmes d'acuité visuelle dans notre pays, d'une manière générale. Je remercie tout le monde. Merci pour cette soirée. Franchement, c'est des trucs qui sont appelés à être refaits, Inch'Allah. Et je dis à tout le monde bonne continuation et espérons qu'on pourra atteindre le but voulu pour atteindre certains objectifs. Surtout, j'y tiens vraiment à cœur. Personnellement, je tiens à cœur l'histoire de créer une cartographie amétropique par rapport à notre pays. Très Et bien. merci. Un dernier mot, Mohamed, si tu permets. Oui, Je profite de cette occasion pour lancer un appel à tous ceux qui sont intéressés de rejoindre la section. Nous ferons un honneur en tant que bureau, notamment présidé par le Dr Ouzani, pour pouvoir vous offrir cet espace et pour pouvoir bénéficier de votre aide, parce que nous sommes tel un petit bébé qui vient de naître. On doit le choyer et l'entourer pour qu'il puisse grandir et pouvoir être utile. Donc, s'il vous plaît, vous pouvez essayer un petit peu de comprendre notre approche, parce qu'aujourd'hui, on a joué carte blanche avec vous. Nous sommes des gens qui se dédient corps et âme
au service de la santé, de la promotion de la santé visuelle et au service de la recherche en soins visuels. C'est ce qui nous importe. Donc, bienvenue à tout le monde, ceux qui veulent rejoindre. Marhaba. Le meilleur pour la fin, professeur Khiaté propose l'organisation d'un prix national de la vision. C'est une très bonne idée. Partant, professeur Khiaté. Euh, Aussi pour les gens où on n'a pas pu répondre à leurs questions, on va certainement leur répondre. Si vous pouvez m'envoyer vos questions par mail ou par message, j'essaierai de vous répondre avec plaisir. Voilà, il est minuit chez nous. Je vous remercie et à bientôt.